la beauté humaine, puisqu'ils ne sont pas sortis des symboles et des types, que les figures de leurs dieux à forme humaine sont elles-mêmes typiques, puisqu'ils n'ont pas osé, en se représentant eux-mêmes, nous montrer dans la variété de l'expression et la vérité de nature leur visage, puisqu'enfin ce que nous savons de leurs institutions prouve qu'ils n'étaient ni heureux ni libres. Les Grecs ne l'ont pas connu puisqu'ils ont cherché l'idéal pur, et que leur démocratie ne fut jamais que tyrannie, jalousie, anarchie et bientôt ruine. La plus belle âme grecque fut celle de Socrate, le plus laid de tous. Les Grecs, si artistes, étaient-ils heureux, libres et sages? La statuaire du temps de l'Empire romain s'applique à des sujets plus humains et triomphe de difficultés plus grandes en devenant plus expressives. Le gladiateur et le laocoon sont en progrès sur Phidias. Le Moyen-Âge n'a pas connu la beauté humaine. Il la fuyait, il la haïssait. L'Évangile lui prêchait pénitence. La beauté était pour lui la source du péché. Les artistes de la Renaissance n'en sont peut-être moins éloignés que les Égyptiens, les Grecs, l'Empire romain, le Moyen-Âge, car leurs saints et leurs vierges appartiennent à l'humanité, mais ils ne l'ont vue que dans la sainteté et la béatification. Cette beauté humaine, si rare, nous la cherchons, et il nous appartient de la produire puisque nous voulons réaliser les conditions rationnelles du bien-être, de la quiétude et du progrès. L'homme ne sera dans la plénitude de sa beauté que quand il existera dans la plénitude de son intelligence, de sa liberté, de sa justice. Jusque-là, nos œuvres, si elles ne sont pas des critiques, tombent dans la fantaisie, la contrefaçon, le mensonge et la pose. Voyez toutes nos peintures de mythologie, de religion, d'histoire, de bataille, de genre, pas un personnage naturel. Tous sont contorsionnés, convulsionnés ou drapés en charlatans. Jusque dans leurs photographies, nos célébrités contemporaines posent. Les attitudes mêmes sont devenues typiques. Costume à part, on reconnaîtrait au geste, à l'expression de la tête, le guerrier, le tribun, le prêtre, le magistrat, l'ouvrier. La femme, à quelque condition qu'elle appartienne, n'a qu'une manière de poser, qu'un type, ce type le plus considérable de notre époque, type inconnu des Grecs, des Romains, des Italiens, de la Renaissance, où la beauté divinisée, sanctifiée, n'avait rien d'humain. C'est le type de la jolie femme. Le règne de la jolie femme est contemporain de celui des banquiers capitalistes, des bourgeois millionnaires, de la féodalité mercantile et industrielle, du régime constitutionnel, de la philosophie éclectique. La jolie femme est quelque chose d'essentiellement XIXe siècle. Elle est ce qu'elle est, ce que nous savons tous, ce qu'il est impossible de définir. Elle peut ajouter à cela d'être paysanne ou bourgeoise, reine ou grisette, femme de banquier ou d'avocat, institutrice ou actrice, sérieuse ou dissipée, sage ou légère, sotte ou spirituelle, mondaine ou dévote. Elle peut être tout cela indifféremment. Ce que nous appelons une jolie femme peut s'accommoder de tout. Élégante et cossue, elle a fondé l'empire de la mode. Elle n'a jamais su créer un ensemble harmonique, et toutes ces fantaisies de chiffonnières sont au-dessous des costumes les plus anciens et les plus barbares, chinois, indiens, turcs, arabes, russes, suisses. Elle a introduit je ne sais comme les corsets, les paniers et les crinolines. Elle a enlaidi les hommes, mêlant arbitrairement tous les costumes et ne sachant en créer ni conserver aucun. Elle fait de la promiscuité à sa manière en uniformisant le vêtement, sous prétexte de l'embellir. Elle associe volontiers les bijoux des veaux à ses toilettes. Reine des bals, des eaux, des redoutes, des spectacles, des concerts et des fêtes, c'est à la clarté des bougies, des lustres, des illuminations, des feux d'artifice, que la jolie femme resplendit dans toute sa beauté et qu'elle ravit le cœur des princes, des militaires et des bourgeois. C'est là qu'elle fait la conquête d'un mari, prélude bien souvent de tant d'autres conquêtes. Ce qu'elle est le matin, je l'ignore. Belle de nuit, fleur des salons, elle se lève un peu plus tard, un peu pâle et fatiguée. Elle n'a rien de commun avec la fraîche rosée, fille du crépuscule et de l'aurore, qui s'évanouit chaque matin au baiser du soleil levant. Il y a une littérature des jolies femmes, une musique des jolies femmes, un art des jolies femmes. Il y a même une science des jolies femmes. Mais il n'y a ni philosophie, ni politique, ni droit des jolies femmes, bien qu'il y ait une dévotion des jolies femmes. La jolie femme est capable de jalousie, bien différente de la femme forte de Salomon, qui prend en pitié son infidèle. Elle ne supporte pas la critique, alors elle fait rage, elle trépigne, elle égratigne. Elle jouerait au du poignard. Heureusement, sa main de jolie femme est incapable de porter des coups assurés. La jolie femme peut être coquine, il répugne qu'elle soit criminelle, ce serait un monstre. Elle n'a de le sublime, ni de la vertu, ni du génie. Son triomphe est dans les régions moyennes. Elle est la muse des poètes méconnus, le génie des esprits moyens, l'ange des idées modestes.
des mœurs indulgentes, des vertus flexibles, la fortune des maris complaisants, la récompense des ambitieux sans principe, la fée des caractères effacés, la gardienne des capitulations de conscience. Rien de plus facile que de faire le portrait d'un charlatan. Si j'osais en citer des exemples, ils abondent sous ma plume. Rien de plus difficile que de portraire un savant modeste, un grand homme simple, un honnête homme. Il n'y a de type connu, et si l'on s'en tient à l'individualité, il est impossible d'échapper à l'un ou à l'autre de ses inconvénients, ou de forcer l'expression du sujet, ou de compromettre l'œuvre par sa vulgarité même. Sans doute il y a des vertus individuelles, d'honnêtes et d'excellents individus, mais ce sont des individus incapables de fournir un type, et sur la physionomie desquels il est impossible de saisir au passage cette expression de vertu, d'héroïsme, de dévouement, conséquemment le genre de beauté que nous désirons. La vertu, c'est le christianisme lui-même qui nous l'a appris, et modeste, elle ne s'étale pas, elle fuit le grand jour, rien de plus difficile que de la saisir dans un éclair des yeux ou un reflet du visage. Demandez à un honnête homme, à une digne femme de se remettre dans l'attitude qu'ils avaient quand il leur a échappé telle ou telle bonne action. Chargez un de vos modèles mercenaires de jouer ce rôle. Le ridicule d'une semblable prétention saute aux yeux. La vertu humaine, qui doit chez nous remplacer la vertu ou piété chrétienne, n'est pas encore assez développée pour s'être montée typiquement sur nos visages, les plus honnêtes, les plus savants, les plus braves, les meilleurs. Enfin, non bien souvent que des visages vulgaires, rien du reste qui les caractérise, car comme la conscience humaine ne saurait être toujours tendue, comme le comble de la vertu au contraire est de devenir facile, naturelle, commune, comme elle ne pose pas à la façon des moines, des prêtres, des héros grecs ou des sénateurs romains, elle ne peut être au moins jusqu'à nouvel ordre nettement saisie et fixée par le peintre, ce qui en rend la reproduction impossible et tout essai intolérable. La conclusion de tout ceci est que le comble de l'art, ce sommet auquel doivent aspirer les artistes, est encore loin de nous, d'autant plus loin qu'il faudra des générations pour créer les types ou modèles, des observateurs très habiles pour les découvrir et un public pour les reconnaître et les comprendre. Que faire donc aujourd'hui? Attendre que la société, en réformant son organisation économique et politique, ait pu réformer ses mœurs, qu'en réformant ses mœurs, elle ait pu modifier, recréer les visages. Alors il sera possible aux peintres d'observer et de reproduire. Jusque-là, nous ne pouvons que suivre l'œuvre de critique. Nous n'avons pas de béatification à faire, nous n'avons à prononcer que des condamnations. Affirmation de l'école critique, objection, incident personnel. L'école critique dit l'art ne s'est occupé jusqu'à présent que des dieux, des héros et des saints. Il est temps qu'il s'occupe de simples mortels. À force d'idéaliser, de symboliser et de chercher des modèles au-dessus de la condition et de la destinée, il a fini par s'entourer de fiction. Il s'est perdu dans le vide. Qu'avait donc l'art à faire de nous autres misérables humains, tourbes, serviles, ignobles, disgracieux et laides, me direz-vous? Une chose fort intéressante, la plus glorieuse de toutes, il avait à nous améliorer, à nous aider, à nous sauver. Pour nous améliorer, il faut d'abord nous connaître. Pour nous connaître, il faut nous voir tels que nous sommes, non dans une image fantastique, indirecte, qui n'est plus nous. Grâce à l'art critique, l'homme deviendra miroir de lui-même, et c'est dans sa propre figure qu'il apprendra à contempler son âme. Or, cette exhibition de l'âme humaine exige plus de pénétration, d'études, de génie, plus de science et d'exécution qu'il en a fallu à Phidias et à Raphaël pour produire leur chef-d'œuvre. Qu'on ne dise donc pas que l'avènement de la nouvelle école constitue une décadence. Malgré la multitude des rapins et des croûtes, nous marchons, nous nous dégageons, nous sommes à 100 pics au-dessus des artistes de la première révolution et du premier empire, chose dont on ne se doute pas du tout à l'Académie des Beaux-Arts. C'est étrangement méconnaître la pensée de l'école critique que de croire qu'elle donne les laideurs morales et physiques dont elle fait la peinture pour des beautés sans pareilles, et qu'elle aspire à changer en cela l'opinion des hommes. Elle soutient, chose incontestable, avouée par tous les temps, que le laid, l'horrible, même a son rôle dans l'art, qui n'y sert pas seulement à effrayer les imaginations en leur faisant voir les divers degrés de la dégradation morale et physique, et que de pareilles leçons, aujourd'hui nécessaires, exigent de l'artiste une profondeur d'observation, une puissance de synthèse et d'idéalité supérieure. Songez que nous ne peignons plus des immortels affranchis de la laideur, comme de la souffrance et de la maladie supérieure à toutes les influences du dehors, dont la nature incorruptible et la forme inaltérable ne peuvent jamais avoir une expression, ni par conséquent différer d'elles-mêmes. Il s'agit de créatures passagères, souffrantes, malades, sujettes à l'erreur et au vice, esclaves du péché,
et qu'il faut ramener à la santé et à la raison pour de là les conduire à la vertu. L'artiste a donc pour mandat de les reproduire dans toutes leurs affections, passions et dégradations comme dans tout leur perfectionnement. Cette immense variété lui appartient, elle est de son ressort et voilà pourquoi plus l'expression est changeante, plus l'art doit s'éloigner de tout arbitraire. Si le hasard ou la maladresse seul présidait à de telles œuvres, si c'était des caricatures ou de simples portraits, assurément l'exécution en serait de peu de valeur, puisque le plus maladroit pourrait y réussir. Mais nous avons observé déjà que ces compositions sérieuses dans leur idée ne le sont pas moins dans la forme. Elles ne sont pas des charges, des hyperboles qui ne demandent que peu de malice dans l'esprit et très peu d'art dans l'exécution. Ce sont des compositions typiques prises sur nature, sur plusieurs natures, et reproduites dans une composition rationnelle, où la forme laisse deviner l'idée, où la laideur, tout en montrant le vice, laisse deviner encore à la fois la beauté naturelle et la vertu innée, ce qui rend ces œuvres les plus difficiles de toutes. On insiste et l'on dit, mais quelle nécessité de recourir à ces moyens extrêmes, et quel plaisir autre que celui d'une énorme difficulté vaincue. L'artiste peut-il se promettre de son œuvre? Il existe de beaux garçons et de jolies filles dans la classe des paysans. Pourquoi ne pas s'en tenir à ces modèles? Dans la bourgeoisie, le clergé, la magistrature, l'armée, il y a pareillement de nobles visages, comme il y a de grandes vertus et de nobles cœurs. Pourquoi ne pas s'en tenir à ces natures distinguées? L'humanité peut-elle être trop belle, trop honorée? Et faut-il que l'homme occupe son talent, sa faculté poétique et imaginative, à se rabaisser encore? Ne vaut-il pas mieux l'encourager par de beaux exemples que l'humilier par l'image du vice? L'empereur Constantin disait que s'il voyait un prêtre tomber dans une faute, il le couvrirait de son manteau impérial. Constantin comprenait la vraie pédagogie, il avait le vrai sentiment de l'art. Mieux vaut excitation que dépression. Beau modèle que les visages de canaille et de damnés. À quoi bon cet étalage de la vinonnerie paysanesque, de la Grèce bourgeoise et de l'épicurisme clérical? L'art que vous préconisez est celui de l'enfer. Nous aimerions mieux celui du séjour céleste. Là-bas, Siphon, Python présentent aux réprouvés un miroir où ils se reconnaissent, ce qui les rend à eux-mêmes insupportables. Envoyez-nous plutôt un ange gardien qui nous fasse voir tel que nous pouvons être et que nous serons en suivant la sagesse. Ainsi répliquerai-je à ces critiques, vous n'acceptez l'art que comme une flatterie, un enjolivement perpétuel, un mensonge, et le mot vient tout seul, une séduction. Ce qu'il vous faut, ce sont des Vincent de Paul, se faisant galériens par charité, des Fénelons bandant les plaies des blessés, la sœur ou dame de charité apparaissant comme l'ange de consolation dans un Galétas, ces Hippocrates majestueux refusant les présents d'Artaxerce, Lucrèce, plus belle que Vénus même, se poignardant après l'attentat de Sextus, Sabine entre un robuste Tacus et un jeune et superbe Romulus faisant tomber les armes parricides. Ce sont des saintes Marguerites ravissantes, des saintes Céciles charmantes, des mères de douleur comme Niobé, des saints Sébastien plus beaux que Mercure, Bacchus et les Faunes, et jusqu'aux volontaires de 92 arrivés en sabots, peignés et musqués comme des ci-devant. Que la fileuse regorge de santé bien, mais qu'elle soit élégante, svelte, aérienne comme il convient à la femme, et que l'indique le fil ténu qu'elle tire de ses doigts, que la bourgeoise à 40 ans soit potelée, si cela vous plaît, mais que cette beauté charnue rachète ce que l'âge lui a donné de trop par le charme particulier à la rose qui va se déflérir, au fruit qui va bientôt tomber et qui donne toute leur saveur et leur parfum. Voilà ce que vous demandez, du farde, des danfos, du vermillon, du carmin, des confitures, du raffinage, des compensations et toujours du mensonge, de la corruption. Est-ce là l'ouvrier au XIXe siècle? Dites-vous en voyant les casseurs de pierre? Non, pas tout à fait, assurément, c'est une des scènes de sa vie, une des fatalités de son existence, la conclusion d'une vie de travail mal salariée, mal servie par l'intelligence, sans dignité, sans élévation. À cela vous nous répondiez, très bien, mais que Courbet nous fasse à cette heure dans sa beauté virile et sa dignité intelligente, l'ouvrier. Où voulez-vous qu'il le prenne? Un ignorant vous peindra un bel homme, un nez aquilin, barbe noire et pleine, au torse de Milon, aux bras d'athlète, un front de génie par-dessus le marché avec l'éclair de la liberté dans les yeux, il lui mettra un manteau à la main, et vous direz, voilà l'ouvrier. Mensonge, c'est une figure de fantaisie, de la pose. J'en ai vu de ces ouvriers, bon diable au fond,
mais qui déjà posaient comme type, comme si leur image fixée par le pinceau eût dû passer à la postérité, et je pensais en les regardant pose, mensonge. Quant à moi, je l'avoue, j'ai horreur du mensonge, de la fiction, de la convention, de l'allégorie, de l'hypocrisie, de la flagornerie, aussi bien dans la peinture que dans la politique et dans le style. Je ne veux pas plus être le flatteur des masses que celui des princes, et s'il est vrai, comme tout le monde le reconnaît, que nous vivons à une époque de décadence, où le courage civique est anéanti, la vertu privée en souffrance, la race déprimée, tous les sentiments faussés et dépravés, je dis que loin d'en faire un sujet de dissimulation, il faut commencer par dire et montrer la chose telle qu'elle est. Autrement, c'est se moquer de nous. Il faut nous administrer le foie de morue, et l'on nous propose de l'eau sucrée. Notre époque, riche en police mais vide de principes et de mœurs, calme à la surface et au fond révolutionnaire. Il faut que l'art le soit aussi. Toute régénération suppose préalablement une mort, toute restauration une démolition. Voyez, le christianisme, lui aussi, a conçu l'homme immortel, idéal, vivant au commencement dans un paradis terrestre et destiné à une félicité surnaturelle. Cependant, il prêche confession, absolution, pénitence. La confession, c'est la peinture telle qu'on nous la faut aujourd'hui, point de quartier. Courbet a dans la tête des militaires, des magistrats, des académiciens, des électeurs, des candidats, des banquiers, des agioteurs, des professeurs, des ouvriers, des étudiants, des religieuses, des femmes de la Halle, du quartier Saint-Germain et du quartier Bréda, de la haute industrie et de la racaille, comme il a des curés, des paysans, des prostituées et des bourgeoises. Qu'il nous montre tout ce monde, qu'il fasse défiler devant nous toutes ces tristes réalités, et nous lui en serons reconnaissants. Qu'il nous scalpe, nous anatomise, nous déshabille, c'est son droit et son devoir. En nous exécutant de la sorte, il sert l'histoire de la postérité. Honneur donc à Courbet qui, le premier parmi les peintres, imitant Molière et transportant la haute comédie du théâtre dans la peinture, a entrepris sérieusement de nous avertir, de nous châtier, de nous améliorer, en nous peignant d'abord tels que nous sommes, qui au lieu de nous amuser avec des fables, de nous flatter avec des enluminures, a eu le courage de faire voir notre image non telle que l'a voulu la nature, mais telle que la font nos passions et nos vices. En vain, vous lui dites, éveillez cette jolie commère, faites passer dans ce corps un peu plus aminci une étincelle électrique, sur ce front, sur ces lèvres, mettez une lueur, un sourire d'intelligence. Au lieu de 1500 francs, votre fileuse en vaudra 15 000, et vous entrerez parmi les immortels. De même, n'auriez-vous pu mettre dans l'enterrement la figure de vos prêtres, plus en harmonie avec la grandeur du Saint-Ministère, avoir plus d'égard à notre délicatesse, dans ces têtes de bedeaux, dans ces paysans, dans ces bourgeois, que vous en eût-il coûté, en seriez-vous moins un grand artiste? Courbet répond, ce que vous me demandez est un mensonge, une chimère, une création allégorique, un accouplement de choses qui se repoussent, une combinaison impossible. C'est la mort de l'art, la négation de moi-même. Vous me reconnaissez quelques talents et vous ne voyez pas que la vérité seule me soutient. Que je serai bientôt au niveau de tant d'autres, que mon esprit serait dépravé, ma main sans vigueur, mon pinceau avachi, si je vous écoutais. Et quoi, vous voulez que pour représenter une fileuse, je prenne mon modèle sur le boulevard des Italiens ou au quartier Bréda? Indignité, montrez-moi des Lucrèces, des femmes de sang royal tenant la quenouille, et je vous ferai des Lucrèces, mais je ne saurais ne les inventer. Ce que je vous donnerai comme tel serait de la fantaisie, de l'idéalisme, c'est-à-dire eu égard à nos mœurs, toujours de la prostitution. Considérez donc, je vous prie, que de nos jours la beauté humaine est digne, la vraie beauté ne se rencontre parmi nous que dans la souffrance et la douleur, que nous ne la trouvons presque plus dans nos mesquines passions. Voilà pourquoi mes femmes qui pleurent à l'enterrement sont belles, et il m'en a un peu coûté, je vous jure, pour les faire ainsi. Voilà pourquoi mon duelliste mourant est beau, pourquoi mes jeunes gens qui échangent un franc regard d'amour en revenant de la foire sont intéressants, pourquoi cette demoiselle de l'Empire respirant Vénus tout entière, brûlée de désir et qui semble vouloir dévorer le gazon, garde un reflet de la beauté, la force de la passion lui rendant un reste de dignité que le vice a ravagé. Vous me citez les Hollandais et les Flamands, qui dans leurs kermesses, leurs noces, leurs assemblées, dans leurs intérieurs de ménage et jusque dans leurs cabarets sont réjouissants. Ils plaisent, ils amusent sans doute, mais ceci prouve une fois de plus ce que je viens de dire, c'est qu'il n'y a de ressources pour l'artiste que dans la vérité de l'observation.
Les auteurs de ces peintures avaient sous les yeux une société gaie, riche et riante. Ils firent plus heureux que nous, ils furent. Aujourd'hui, savez-vous qui pose devant le peintre? L'avarice, le jeu, l'orgueil, la luxure, la mollesse avide et désœuvrée, le parasitisme féroce, la prostitution. Je ne puis rendre au public que ce qu'il me prête. Ce n'est pas ma faute s'il recule devant son image. L'art humain critique tel qu'il s'est révélé sous nos yeux est rebuté d'abord par l'imbécilité publique, le préjugé, la corruption, puis par l'hostilité des académies, de l'église, des coteries et du pouvoir. Les mêmes causes qui, depuis 70 ans, ont arrêté le développement de la liberté, arrêtent l'essor de l'art, préjugés populaires, ignorance nationale, bouffon, défaillance de caractère, corruption sourde, égoïsme. Nous chérissons notre indignité, nous adorons notre servitude, nous bénissons nos privilèges et notre agiotage perd du paupérisme. Ces causes se manifestent encore sous une autre forme, la décadence littéraire. Toute inspiration meurt parce que la justice est morte. L'art renaîtra un jour et la littérature avec lui et la liberté pareillement. Je ne crois pas que ce soit de sitôt, ni surtout en France. La France bien étudiée n'a cessé de proclamer depuis 70 ans par toutes les bouches de la renommée son incurable impuissance. Elle veut bien qu'on l'amuse, elle exige même l'hypocrite qu'on garde en l'amusant certaines convenances. Rien ne la délecte comme une polissonnerie fine, une impudicité voilée. Au fond, elle ne se soucie ni de littérature ni d'art, pas plus que de droit ou de morale. Tout ce qui se débite à cet égard dans les académies, les collèges, les journaux, les théâtres, les cours est fiction pure, à laquelle personne ne croit. Il faudrait, par un effort de raison, sortir l'art de la vieille ornière. On ne le fera pas, l'artiste est traité comme l'écrivain. Qui fait vivre une littérature? Les idées nouvelles, produites avec vigueur et jeunesse, non les discours académiques. Je puis me citer sans orgueil parce que je souffre depuis 25 ans de persécution. J'ai contribué pour ma part, par petite si l'on veut, au progrès de la langue et de la littérature. 3 hommes dans l'économie politique, Say, Blanqui, Bastia, bien que leurs écrits fourmillent d'erreurs, que leurs théories soient essentiellement contradictoires et qu'aucun d'eux n'ait su comprendre la loi fondamentale de la science. On enrichit par leur style la langue dans laquelle ils écrivent. J'ose me nommer à côté de ces 3 économistes. Or, qu'ai-je recueilli? Jérôme Adolphe Blanqui, 1799-1852, élève de C, SAY. Cet économiste fut élu député en 1848. Frère du théoricien révolutionnaire Louis-Auguste Blanqui, on lui doit les classes ouvrières en France, en 1848 Paris. Je ne me plains pas qu'on m'ait combattu. Il ne s'agit point en ce moment des doctrines, mais du style, du fond et de la forme. S'est-il trouvé un seul professeur d'humanité pour dire à ses élèves, au public, qu'au XIXe siècle, depuis la Restauration, il se manifestait dans la littérature française un genre nouveau, genre fort difficile, puisque chez les écrivains ordinaires, il tombe fatalement dans la banalité et l'ennui, mais qui, par ses analogies avec le style juridique, n'en constitue pas moins un des domaines de la langue. Est-ce que l'on se doute dans les collèges, à l'Institut, qu'une littérature comprenne d'autres genres, en vers que le poème épique, dramatique, didactique, la chanson, l'ode, la fable, le conte, en prose que le roman, l'histoire, l'éloquence religieuse, politique, académique ou judiciaire? Est-ce que l'on s'imagine qu'une langue aussi bien constituée que la nôtre puisse servir à autre chose qu'à des livres connus d'avance? Qu'ai-je recueilli pour ma part? Des procès, des condamnations, la prison, l'exil. Pourquoi ne puis-je obtenir l'autorisation de publier un journal? Le public, sauf de rares réceptions, n'a pas le temps de lire des livres et des brochures. Il veut qu'on lui donne l'instruction en détail. Il consent volontiers à consacrer une demi-heure par jour à la lecture pendant son déjeuner ou son dîner. Il ne va pas au-delà. Force est donc à toutes les idées, à toutes les questions, à toutes les opinions, à toutes les causes, de passer par la presse périodique dont les feuilles se distribuent depuis 5 jusqu'à 20 centimes. Le gouvernement qui le sait ne le veut justement pas. Il fait de la presse un privilège accordé à des hommes sûrs, sans préjudice des poursuites rigoureuses exercées contre les livres et les brochures. Et pour sauver une dynastie, une personnalité, une politique, on exécute l'esprit d'un peuple, on tue l'idée avec la forme. Et il y a des écrivains soi-disant libéraux qui applaudissent en disant que la presse est impuissante.
L'art est traité comme l'idée, comme la littérature, comme la presse. On dit aux artistes, de quoi vous plaignez-vous? Que vous manque-t-il? La religion, l'histoire, la fantaisie, la nature entière ne vous offre-t-elle pas un champ assez vaste? Faites-nous des tableaux de piété, des scènes de la vie des grands hommes, de beaux paysages, faites-nous des drôleries, vous savez, et soyez sûr que l'amour-propre national est trop ami de la gloire pour ne pas vous récompenser. On nous rase, on nous châtre, on nous met les menottes et le muscle de la muselière, on nous coupe la langue et nous trouvons cela gentil. Et quand de Girardin plaisante, nous disons c'est tout de même un homme qui a des idées que ce de Girardin.